Bonne année à tous! Qu'est-ce que vous diriez pour égayer les fêtes que je dise du mal d'un film Pixar sorti récemment? My like bitch! J'adore faire chier le monde! Alors, je tiens à m'excuser par avance. Du fait que je vais dire du mal. Alors, c'est pas parce que je l'assume pas ou quoi que ce soit, j'assume totalement le fait que j'ai pas beaucoup de bien à dire de ce film, mais du fait que j'espérais vraiment faire un truc positif pour appuyer ce début d'année en critiquant Soul, en la vie à tiède, en disant voilà, c'est un film Pixar sympa, limite peut-être que ça atteindrait un niveau, je me dirais waouh, encore un film Disney grandiose, ça faisait un moment que je l'avais pas vu comme ça, mais non, non seulement j'ai pas eu un droit à un film Disney grandiose, mais je pense qu'on a finalement atteint le moment où là-haut n'est plus le film Pixar que je trouve le moins bon. Ah, carrément, hein, je suis sur le cul, hein, parce que j'avais clairement pas cette intention en tête, hein, une fois de plus, hein, c'est un film, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, j'y suis allé en mode page blanche, je n'attends rien de particulier, je n'attends rien de mauvais ou de bien de ce film, je vais aller, donne-moi ce que t'as, je prends, je reçois direct, et j'ai été étonnamment surpris de voir que ça ne m'a pas énormément convaincu en fait. Ça m'a pas fait vibrer à un quelconque moment. Alors, en fait, si je devais vraiment appuyer ce qui fait que ce film me gêne particulièrement, c'est que au-delà de la prémisse, de certains moments, etc., qui me gênent un petit peu, c'est surtout le fait qu'à aucun moment donné, ça a su appuyer une scène qui m'a énormément impacté, énormément touché. Alors que je pourrais citer ça même dans les Pixar que j'aime le moins. Dans Rebelle, dans La-Haut, dans Le Voyage d'Arlo, même dans Cars 2, il y a quelques moments qui sont, bon, pas ultra émotionnels, parce que l'émotion dans Cars 2, faut dire ce qu'il est, mais même en termes d'action et de délire, ça arrive à avoir un impact fort chez moi. Mais là, j'essaye de me souvenir d'une scène qui m'a énormément impacté, et j'ai rien. Je veux dire, la scène la plus proche, ça doit être le moment où on a une espèce de pseudo-discours philosophique sur la considération de la vie chez le coiffeur, hein, pour ceux qui ont vu le film. Mais en dehors de ça, je j'ai pas été marqué par énormément de choses dans ce film. Et plus je m'y penche, plus je me rends compte qu'il y a des tonnes de petits trucs qui collent pas trop, qui sont pas bien amenés en fait. Ah, une fois de plus, c'est un aviatiette, donc j'ai laissé reposer ça 2 jours avant de faire cet enregistrement. Et plus je m'y penche, plus je me dis, tiens, alors quel truc je pourrais voir en plus, en moins. Et à chaque fois que je vois dans les détails, il y a toujours des trucs qui viennent un petit peu entacher la cohérence du récit, en fait. Et qui fait que, bon, je dirais clairement pas dire que c'est un mauvais film, mais c'est tout juste correct, quoi. Et je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à dire, eh ben vous savez quoi, j'ai préféré En Avant. Je m'attendais pas à dire ça, hein, surtout après avoir vu En Avant. Hein, je suis désolé si j'en ai l'air avec ça, vraiment, hein, c'était pas du tout mon intention. Hein. Je suis allé devant ce film en mode page blanche. Allez, donne-moi ce que t'as. Et je n'en ai pas tiré grand-chose, en fait. Bon, après, est-ce que ça m'a énervé ou ennuyé ou est-ce que c'était insultant à part peut-être un tout petit peu la fin, j'y viendrai. Non, mais j'ai trouvé aucun moment ultra punchy ou quoi que ce soit dans ce film qui m'a fait rêver un tant soit peu et qui m'a grandement impacté. Et c'est la chose que j'aurais reproché. Hein. Voilà, globalement, si vous voulez mon ressenti. On va aller dans le détail parce que bon, vous êtes peut-être un petit peu perdu de quoi ça parle, en quoi c'était particulièrement horrible. C'est pas particulièrement horrible, c'était juste. C'était assez plat dans le récit, entre guillemets. Pas plat, ça se suivait sans plus, quoi. Et pour vous raconter ça, donc on suit un mec qui s'appelle Joe, qui rêve de devenir musicien depuis toute sa vie, et lorsqu'il a enfin sa chance, il meurt.
juste après, de façon gaguesque, ce qui n'aide vraiment pas autant parce que c'est censé être le moment pivot qui va amener tout le scénario, quoi. Il meurt de façon ridicule et si c'est censé être la base qui va tout lancer dans cette histoire, ce qui est un petit peu grossier, je suis désolé. En tout cas, voilà, en mourant un petit peu ridiculement, il va se retrouver sur l'élévateur qui mène vers l'au-delà, mais il se dit non, quoi, enfin ma vie d'école, je veux pas faire ça. Donc en insistant un tout petit peu, il va sortir de cette... de cet escalator pour tomber à un autre endroit. Et déjà, truc grossier que je tiens à préciser, on fait comme si c'était une première. Apparemment, Joe est la première personne à avoir désiré ne pas mourir à ce point pour sortir de ce système qu'il ferait monter à l'au-delà. Carrément. Après des milliards d'années d'existence de l'univers, c'est que maintenant que ça arrive. Même en partant du principe que ça représente l'au-delà par rapport à la société humaine terrestre, oui, même là, ça fait super grossier, hein. Mais vraiment, on appuie, hein. C'est la première fois que ça arrive, waouh, c'est surprenant tout ça, quoi. Je trouve ça tellement gros. Enfin bref, il finit par tomber dans le grand avant, parce que là, il quitte le grand après pour tomber dans le grand avant, et il va tomber sur des tonnes d'organisateurs de l'au-delà, des espèces de manifestations ultra quantiques qui se font tout appeler Michel sauf une personne. C'est super bizarre le gag, je tiens à le préciser. Genre ça passe dans parce que déjà ça fait jeu de mots avec l'âge de Pierre, donc ils s'appellent tous Pierre. C'est con et marrant, et puis ça colle aussi au ton global du film, quoi. Voilà, le film, il est un peu con sur les bords, il l'assume totalement. C'est censé être un truc à prendre un peu au sérieux, donc ils s'appellent tous Michel, ça fait bizarre, quoi. C'est le détail, hein, c'est pas grave, ça. Le fait est que ce sont un petit peu des branques qui font gaffe à rien, et donc ils le prennent comme un mentor de nouvelle âme à naître. En gros, quoi. Il y a tout un système où les nouvelles âmes se créent, on leur alloue certains traits de personnalité, ce qui fait que ça marche pas du tout dans la logique comme dans vice-versa. Donc, à nouveau, hein, bravo à qui arrivera à lier ça à la théorie Pixar, parce que une fois de plus, ça donne vraiment l'impression qu'on pense pas au film pour qu'ils soient liés entre eux. Mais bon, hein, c'est un détail ça aussi. Le fait est qu'il se fait passer pour un mentor d'un autre nom, parce que le vrai mentor de base, je sais pas où il est passé. J'ai peut-être pas suivi, c'est pas impossible que ce soit un détail où on voit rapidement le gars qui est censé être mentor à la base qui disparaît d'une quelconque façon. C'est pas impossible, mais ça paraît un peu bizarre, quoi. Et donc, en tant qu'âme, il se fait passer pour un mentor, et il finit par se dire, par vouloir se barrer et se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Et il aura à la fois de la chance et de la malchance, parce que l'âme qu'on lui a allouée, c'est l'âme numéro 22, donc elle est présente depuis très longtemps, puisqu'il y a maintenant des centaines de milliards d'âmes présentes qui prêtent à naître, mais elle a toujours refusé d'avoir la flamme qui lui permettra d'être apte à s'incarner sur Terre. En gros, elle refuse ça. Elle veut rester dans ce statut de non-vivante. Et va y avoir donc une espèce de dynamique entre eux, sur lui qui veut faire en sorte de lui donner cette espèce de flamme qui lui permettra d'avoir ce badge pour revenir sur Terre, et elle qui veut pas y rester, mais ils n'auront un petit peu une espèce de connivence, parce que voilà, ce qu'il voudra c'est lui prendre ce badge pour pouvoir réintégrer son corps, qui devrait être mort cliniquement depuis pas mal de temps, mais c'est considéré comme s'il était dans un coma, c'est assez bizarre. Mais j'imagine qu'on est considéré comme totalement mort cliniquement lorsqu'on décide d'accepter d'aller dans l'au-delà, donc c'est pas totalement illogique ça. C'est histoire d'appuyer qu'il y a certaines règles qui sont un peu bizarres. Je peux l'appuyer tout de suite ça. Les règles sont pas super bien gérées, plus je m'y penche, quoi. Le système de badge, par exemple, et qui permet donc de pouvoir s'incarner dans une âme, hein, enfin, à l'âme de s'incarner dans un corps, hein, un corps kiné, j'imagine, hein, un truc comme ça, c'est appuyé au début comme étant quelque chose de vraiment totalement rattaché à l'âme à naître en question. Ce qui fait que dès le début, ça ne devrait pas marcher. Mais plus tard, on verra que oui, on peut l'appliquer et s'allouer ce truc-là à soi-même. Donc pourquoi vous avez mis en place une scène où on montre que ce badge est collé à l'âme en question à laquelle c'est alloué, quoi. Il fallait pas montrer cette scène.
Ça fait partie des trucs comme ça qui me gênent un petit peu. On met en place, donc dans cette espèce de connivence pour repartir, pour essayer d'échanger un petit peu leur place, une espèce de coin particulier de cet au-delà, de cet avant-au-delà, où c'est la zone. Alors, en fait, on voit pas des masses d'environnement que ça, et je trouve ça dommage parce que moi je m'attendais à ce qu'on passe vraiment du temps sur qu'est-ce qu'on peut voir comme succursale de l'au-delà, quoi. Il y aurait beaucoup de possibilités à mettre en avant, mais pas tant que ça en fait, hein. On montre genre deux coins en particulier, c'est-à-dire le grand avant, hein, bon, l'escalator et qui mène à l'au-delà, le grand avant, et la zone. La zone en fait c'est un coin bleu foncé, parce que c'est bleu clair le grand avant, et là c'est bleu foncé. C'est un film très monochrome. Dans son univers qu'on montre. Et cette zone, en fait, c'est cet endroit où les âmes vivantes arrivent à se retrouver lorsqu'elles partent vraiment à fond dans une espèce de transe, en fait. Elles sont tellement prises dans ce qu'elles font, quoi, dans cette espèce de passion qu'elles ont sur le coup, qu'elles entrent dans une espèce de transe, et c'est dans cette zone qu'elles se retrouvent. Et on va jouer dessus de façon très foutraque, très facile pour que ça arrange bien certains développements de scénario. J'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit, je trouvais ça très facile en termes d'écriture. Et le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait que dans cette recherche, on va avoir droit donc à nos personnages qui finiront par trouver un moyen de retourner sur Terre. Je m'attendais vraiment à ce que ça se passe très majoritairement dans l'au-delà, enfin dans l'avant, au-delà, une fois de plus. Mais non, en fait, ça se passe majoritairement, enfin en très grande partie, sur Terre, avec nos deux personnages qui auront réintégré leur corps, en fait. Mais pas dans le sens que ça leur plairait. Le corps, il sera occupé par numéro 22, le corps de Joe, et Joe, il occupera le corps d'un chat. Et vous voyez tout de suite la routine comique vue 50 000 fois autour de ça. Genre, ah, c'est pas mon corps, arrête d'utiliser mon corps comme tu veux. Tous ces délires autour de quelqu'un qui sait pas utiliser son corps correctement. Donc, t'as les gags logiques qui vont avec. Et c'était assez plat. Ça. Je vous avoue que la routine comique qu'on a créée autour de ça, c'était assez plat. Et ça n'a pas aidé à grandement appuyer les personnages. Mais voilà, ça a représenté une grosse demi-heure de film, ça. Ce moment où ils auront échangé leur corps et où numéro 22 donc se dira comment je dire ça, oh je découvre ce que c'est la vie, oh ça m'intéresse, je suis curieuse, tout ça, tout ça. Il y a des moments qui sont pas mal là-dedans, mais il y a aussi autant de moments qui sont très plats et pas subtils, pas très fins. Et je vais l'avouer, je vais le dire clairement, j'ai pas été ultra pris par la dynamique entre les deux personnages, quoi. Je veux dire, ils étaient pas mauvais, mais ils passaient sans plus. Le personnage de 22, qui au passage, oui, il s'appelle comme ça m'a fait marrer, je vous cache pas, parce que à plusieurs moments, il y a Rob qui dit 22 et à chaque fois, je m'attendais à ce qu'il rajoute après, v'là les flics. C'est un truc qui passe, je suis sûr, pas du tout en VO, mais en VF, ça fait super bizarre, quoi. Ça m'a fait un peu marrer, c'était rien du tout, ça. Bref, 22, c'est une Vanellope light dans la personnalité. Genre, je suis un peu cynique, je me moque un petit peu, et ouais, une fois qu'elle découvre les choses, elle a un côté un petit peu mignon là-dedans, mais j'ai vu des trucs beaucoup plus forts et poussés autour du personnage de Vanellope dans les mondes de Ralph. J'ai trouvé que c'était beaucoup. C'était un peu du réchauffé et pas ultra marquant. Le personnage était suffisamment sympatoche comme ça, mais sans plus, quoi. Joe, c'est le gars lambda avec ses petits rêves, sa vie un petit peu minable dont il voudrait ressortir, tout ça, que j'ai vu des tonnes de fois. Ça passe en tant que personnage, mais est-ce qu'il a grand-chose qui le démarque? La seule chose qui le démarque, c'est sa tête en patate. Je suis désolé d'appuyer ça, mais punaise, quoi. Les autres personnages, à peu de choses près, ils ont des designs qui passent bien. Lui, je sais pas ce que vous lui avez fait. C'est quoi cette tête? J'ai du mal avec ce design, hein, quoi. Sa tête en forme de patate comme ça, il y a vraiment des gens qui ont des têtes qui ressemblent à ça, parce que je suis désolé pour vous, hein. La vie n'a pas été tendre. Désolé. Bref. Ouais, ces deux personnages n'ont pas énormément de personnalité ultra forte, et leur dynamique de duo, ben, j'ai vu ça des tonnes de fois mieux faite avant. Je suis désolé, la dynamique de duo entre Ralph et Vanellope dans les mondes de Ralph, ça m'a beaucoup plus agrippé. J'ai rien ressenti d'ultra fort entre eux dans leurs moments de tension, leurs moments
de disputes. Il n'y a rien qui était superbement fort là-dedans pour moi. Et oui, on se sent sur beaucoup de mise en scène assez facile, assez déjà vu, assez très classique, qui n'ont rien d'ultra probant, ultra fort pour les appuyer plus que ça a déjà été fait avant. Donc je me suis retrouvé devant un film très typique, très bateau, j'oserais dire, dans beaucoup de ces interactions-là. Je suis désolé, mais c'est ce que j'ai ressenti, hein. C'est pas comme ça que vous l'avez ressenti, tant mieux pour vous, mais voilà, j'ai rien ressenti de fort dans ces interactions de personnages, dans ces moments un peu forts, et ouais, les mises en scène qui étaient très basiques, déjà vues, un peu grossières par moments. Le délire comme quoi Joe arrive à parler à 22 à travers leurs deux corps, mais lorsqu'il parle, on entend vraiment la voix de Joe par le corps de Joe, et un chat qui miaule à travers le chat. C'est du déjà vu 50 000 fois, j'ai vu ça 50 milliards de fois avant. Il n'y a rien de sensationnel. Il y a même un moment qui est censé être émotionnel où il y a Joe, toujours habité par 22, qui s'adresse à sa mère, mais en reprenant ce que le chat dit, donc par chat interposé, on essaye de mettre ça en scène de façon à ce que ce soit touchant, tout ça. Mais moi, tout ce que je me dis, c'est que vous avez sauté le passage où il y a le chat qui miaule pendant une demi-minute avant que John parle, quoi, à chaque fois. Et donc, je m'imagine trop la scène comme ça et ça perd tout son poids. Je suis désolé. Je suis désolé. Et ouais, c'est ces moments d'incertitude, de doute de personnage. Je sais pas, j'ai vu ça des tas de fois avant. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Il y a rien de transcendant, il y a rien qui m'a grandement marqué. Je suis désolé. Il faut que j'arrête de m'excuser, quoi. C'est comme ça que j'ai ressenti, hein. Après, chacun a son point de vue, mais voilà, il n'y a rien qui m'a fait ressentir quelque chose de fort dans ces développements de personnages. Et à la fin, lorsqu'on en vient à la morale sur la relation entre ces deux-là, j'ai quelques soucis. Bon, d'une part, la morale. La morale, en gros, ça vient du fait que la flamme qui vous alloue un petit peu le droit de vivre, entre guillemets, quoi, qui est ce moment précis où ça part, on est prêt à vivre, on essaye de jouer là-dessus comme si c'était une espèce de passion précise qu'on devait avoir, mais au bout du compte, c'est pas exactement ça, c'est pas juste une conviction particulière qu'on doit avoir, c'est plus général que ça. L'envie de vivre, ça peut être dans les petites choses, on peut vivre autrement que par une seule passion précise. Un genre de message qui a déjà été dit dans, je ne sais pas, High School Musical. Voilà, comme quoi vous n'êtes pas censé vous centrer sur une seule passion dans la vie, c'est pas que grâce à ça que vous obtiendrez forcément le bonheur. Je tiens à le préciser, High School Musical a déjà fait ça. Et bon, ok, je suis sûr qu'on peut décliner ça de différentes façons, comme quoi, par exemple, pour arriver à apprécier la vie et être un petit peu heureux dans le fait de vivre, il faut pas avoir quelque chose de fort qui nous attend, quoi, une espèce de passion forte qui nous définit, mais simplement les petites choses peuvent suffire. Et dans un sens, je peux peut-être un peu comprendre que dans ces temps où la dépression est assez élevée parmi les gens, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est bizarre que ça tombe maintenant, mais dans ces temps où la dépression est assez élevée parmi les gens, rien que le fait de se faire rappeler ce genre de choses, que les petites choses dans la vie peuvent vous suffire à avoir l'envie de vivre, ça peut toucher certaines personnes et les revigorer. Personnellement, je trouve ça évident. Je suis désolé, pour moi c'est évident que dans la vie, on n'a pas forcément à avoir une grande passion, un grand projet. Simplement avoir envie de vivre, ça suffit à se définir, à se sentir un tout petit peu un plein, quoi. Mais apparemment, s'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle, tant mieux. Moi, ça m'a paru simple. Très simple à faire passer, ça ne m'a pas énormément touché. Surtout qu'on a essayé de faire la chose, de mettre en scène la chose de la même façon qu'en avant. Comme si chaque petit moment avait sa putain de grande signification. Depuis 10 minutes, je sais exactement ce qu'est le message à peu de choses près, mais on passe voilà, des tas et des tas de minutes à appuyer que ouais, la vie c'est pas seulement qu'une passion. Ok, on vous l'avait dit direct à un moment donné, vous avez besoin d'appuyer le bouchon à ce point, vraiment.
Je sais pas trop, hein. Ça m'a pas paru si fort que ça à titre personnel. Mais à nouveau aussi, il y a des gens qui se sentent en dépression et que ça leur a permis de se sentir mieux, ce genre de message. Je veux dire, qui suis-je pour dire que c'est pas bien ou pas? Ce n'est qu'un avis, une fois de plus. Si ça vous a un petit peu ravigoré de voir un message comme ça, tant mieux. Moi, personnellement, c'était trop simplet, trop évident. Depuis des lustres, je sais qu'une vie n'est pas définie que par une passion ou un grand projet, et que les petites choses, ça suffit un petit peu à vous porter. Je pense que c'est un petit peu grâce à ça que j'arrive à vivre personnellement depuis des lustres. Hein, j'avais pas besoin de ce film pour m'en rendre compte. Hein. Et ce n'est que moi, mais mon expérience, une fois de plus. En tous les cas, ouais, c'est un tout petit peu gâché quand même par le fait que ça nous sort une excuse, tout est bien qui finit bien à la fin. J'ai déjà rien que de dire ça, je suis désolé, ça fait un peu spoiler, donc voilà, je mettrai un petit carton spoiler, hein, pour qui veut, comme ça je peux en parler directement. Le fait est que, voilà, à la fin, on montre Joe se sacrifier un petit peu pour montrer son appréciation envers Vander en lui disant tiens, le simple fait de vouloir vivre, ça te rend pertinente, quoi. Tu ne sers pas à rien. Le simple fait de vouloir vivre est important pour toi. Donc vas-y, va vivre. Je suis prête à te laisser ton badge et à ne pas en avoir un pour repartir. Et c'est un sacrifice qui est plutôt joli en soi. Mais on décide que non. En fait, son geste est tellement joli que les dirigeants se sont dit tiens, très bien, on te donne ta seconde chance. Tu peux également continuer à vivre ta vie, toi. Donc voilà, son sacrifice n'en est pas un, puisque à la fin, les dirigeants, ils ont été touchés, ils se disent, tiens, tu peux continuer, et euh, c'est pas extra, quoi, je suis désolé, ça gâche un petit peu la force du geste. Surtout quand c'est un échappatoire facile comme ça, balancé en quelques secondes, histoire de dire que ouais, tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Alors que je peux quand même reconnaître ça en avant, même si j'ai des problèmes avec ce film et son univers, c'est clair et net, au moins à la fin, quand ça a été dit qu'il y a un compromis à faire et qu'on ne peut pas tout avoir, eh ben ça s'en est tenu. On n'a pas tout à la fin, mais ce qu'on a, c'est ce qui est le plus important. Et j'avoue que je respecte ça. Je suis désolé de ne pas m'être penché énormément là-dessus, mais énormément de gens n'ont pas arrêté de dire du bien de cette fin et ce que ça représentait à ce niveau-là. Je reconnais que c'est assez fort. Par contre, là, hélas, ça dit, t'as tout, t'as le beurre et l'argent du beurre, il n'y a pas de problème, aucune conséquence, aucune concession à faire. Ce qui est beaucoup plus hardir qu'un film comme La Reine des Neiges 2, vous m'excuserez. Non, puisque c'est tellement facile de faire ce coup de gueule, mais je le fais quand même, quoi. Les gens qui se plaignent que à la fin, les conséquences, on les balaye d'un revers de la main, je peux comprendre que vous ayez un petit peu de problème avec ça sur le principe, mais il n'y a pas aucune conséquence malgré tout. On défait la conséquence physique grave, la conséquence matérielle grave à la fin, mais il y a quand même des conséquences qui se ressentent à la fin du film. On ne finit pas sur le statu quo typique, basique. Il y a des choses qui ont changé et on fait avec. On essaye de faire le meilleur avec. Là, c'est juste, bah voilà, hein, tout se termine bien pour tout le monde au bout du compte. Aucune conséquence dans Soul. Donc, j'ose espérer que les gens qui ont gueulé sur cette résolution dans La Reine des Neiges 2 ne vont pas faire la sourde oreille face à ce problème-là dans Soul, parce que je le trouve beaucoup plus grave hein, dans sa mise en scène. Hein. Alors, est-ce que c'est ultra grave? Est-ce que ça plombe totalement le film? Non, j'irai pas jusque-là, mais ouais, c'est pas négligeable quand même, c'est un peu gênant. Et ouais, ça n'est pas un film qui, de bout en bout, n'a pas su me faire bondir, me surprendre énormément ou me toucher. Avoir des réactions particulièrement intenses chez moi, en bien comme en mal au passage, hein, il n'y a rien qui m'a fait rager ou quoi que ce soit. C'était un film qui suivait, avec quelques bonnes idées, quelques petites beautés visuelles. J'avoue que le design, l'alinéa des dirigeants de l'avant au-delà était assez cool à voir, mais en dehors de ça, c'était pas non plus aussi poussé en termes d'univers et de grandeur qu'un Coco par exemple. Je trouve pas que visuellement ce soit le plus époustouflant que Pixar ait fait.
Vraiment, ça et en avant, hein, vraiment, quand on voit les films précédents que vous avez faits, où ça allait très loin dans le visuel, dans l'univers énorme que ça a créé, je trouve que vous n'avez pas fait quelque chose de sensationnel non plus, hein. Donc, ouais, quoi, c'est acceptable comme film. Je peux pas dire que j'ai passé un moment désagréable, mais c'était pas, il y avait rien d'extraordinaire, quoi. Rien qui m'a impacté énormément, et c'est un film, je pense que je vais vite oublier. C'est pour ça que ça rend la chose assez frustrante en soi, dans un sens, parce que voilà, quoi, c'est un film pour lequel j'aimerais avoir une position forte, une réaction forte, pas forcément bien, hein, en mal aussi, hein, ça me donnerait un peu de passion, mais je ressens aucune passion, aucun moment fort de réaction autour de ce film, à part que c'est passé, et puis je vais traiter ça en Disneyphile, je pense pas que je vais avoir beaucoup d'inspiration forte pour faire quelque chose d'ultra marquant, mais j'essaierai de faire de mon mieux. C'est pas extra, quoi. C'est pas un film qui te donne la patate, que ce soit en bien ou en mal, c'est un film qui se regarde sans plus. Voilà. Et pour un Pixar, c'est assez dingue à dire, parce que aucun des films Pixar jusqu'à présent ne se regardait sans plus. Tous avaient au moins quelque chose pour m'agripper d'une quelconque façon, quoi. Et je peux pas dire ça de ce film. Vraiment. Et je m'excuse auprès de ceux que ça a pu toucher, que ça a pu vraiment émouvoir, mais j'ai vraiment pas été accroché vraiment par le récit, les relations entre personnages qui fleuraient bon le déjà vu, déjà fait en mieux avant. J'ai juste pris ça comme ça et voilà. Bonne année. Voilà, voilà. Bon, j'ose espérer que je vous ai pas trop vexé, ceux qui ont aimé ce film. Hein, n'hésitez pas à partager pourquoi vous avez aimé ça. Moi, personnellement, ouais, voilà. À bientôt pour de futures vidéos. J'espère que cette année 2021 sera meilleure que la précédente, ce qui ne sera pas très difficile, mais c'est pas impossible qu'on soit surpris en masse. Voilà. Merci d'avoir suivi. Bye.